Le comité international, le Super Cabaret, une association de promotion des droits et devoirs par là, la culture et le leadership de la paix durable, a lancé depuis quelques semaines une campagne de lutte contre le terrorisme dénommée Pour la paix durable, je m'engage non au terrorisme, aux forces de défense et de sécurité. Je suis solidaire. Nous recevons Eugène Atigan. Il est donc le président du comité international, le Super Cabaret. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais bien. C'est également pour moi un plaisir de venir sur les plateaux de New World TV, la télé mondiale du Togo. Voilà. Est-ce qu'on peut commencer par comprendre le concept que vous dirigez? Eh bien, le Super Cabaret, c'est donc une association de défense des droits de l'homme qui est membre du réseau Watch. Watch est une synergie des associations de défense des droits de l'homme qui est une initiative du Centre national le CDFDH, qui est le Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Et pour ce qui concerne le Super Cabaret, nous appétissons sur les activités culturelles, les activités sportives, les productions d'émissions radio, télé également, pour faire la campagne, pour amener les gens à mieux comprendre leurs droits et amener les autres également, n'est-ce pas, à faire leurs devoirs, c'est-à-dire à faire leurs devoirs pour pouvoir libérer rapidement le droit des autres. Alors, dans un contexte de terrorisme, cela nous avantage, si on peut le dire, parce qu'on parle, on dit pour la paix durable, je m'engage non au terrorisme. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement par là? Eh bien, par cette campagne, nous appelons donc les concitoyens à la solidarité, d'abord avec les forces de défense et de sécurité, à la solidarité avec les populations qui sont dans la zone cible. Et nous appelons également les gens à la vigilance et surtout à la citoyenneté et au patriotisme. Nous savons que le terrorisme ne vient pas pour arranger quelqu'un. Le terrorisme ne vient pas pour céder un terrain à quelqu'un. Donc le terrorisme vient pour détruire tout le monde. Parce que généralement, quand ils font leurs incursions et ils font leurs attaques, vous allez retrouver dans les victimes tout le monde. Au début, c'était les soldats qui étaient la cible. On parlait, d'autres peuvent dire oui, bon voilà, c'est les soldats, ça ne nous concerne pas. Après, c'est quoi? C'est les enfants. Les enfants qui sont innocents. Et après, c'est la population. Donc ça voudrait dire que ça concerne tout le monde. Qu'on soit rouge, jaune, vert et quoi, par rapport à l'expression politique, par rapport donc aux idéologies, par rapport même aux religions, nous sommes tous dans la même calebasse et il faut faire en sorte que la vigilance soit de mise et que chacun, à sa façon, apporte une pierre pour pouvoir contribuer à la lutte contre le terrorisme. Nous, depuis le 17 mai, nous avons lancé cette campagne qui se déroule aujourd'hui. Ça fait la troisième phase. Nous sommes rentrés dans la troisième phase. La première phase a consisté à ce que les gens volontairement s'affichent en disant que oui, je suis pour la paix durable et que je dis non au terrorisme. Et là, c'est des photos qui sont envoyées, les photos avec les noms, professions et la commune de résidence. Et donc, après cette partie, on a ajouté directement le hashtag non au terrorisme et non terrorisme Togo. Et ça aussi a pris. Et nous préparons des lives. On a fait un premier live pour parler de la contribution de la société civile à la lutte contre le terrorisme. Et également, nous avons parlé de quoi? De la contribution des communicateurs à la lutte contre le terrorisme, parce que nous disons que c'est très important la communication aujourd'hui, parce que sur les réseaux sociaux, il y a tout qui se passe. Moi, je me plais à dire que les réseaux sociaux sont aujourd'hui, malheureusement cette maladie de la liberté d'expression. Parce que c'est fait à outrance, c'est fait à l'excès et rien n'est vérifié et du n'importe quoi est envoyé sur les réseaux sociaux pour, disons, déstabiliser l'équilibre psychique des uns. Il faut Et connaître donc la vraie information. La vraie information. Et ce n'est pas évident quand tu n'es pas professionnel. Ce n'est pas tout le monde qui découvre une information sur les réseaux sociaux et qui va se dire non, je vais vérifier pour voir la source. Donc,
Dans cette perspective, nous avons également lancé ce qu'on appelle le civisme digital. Donc le civisme ne concerne pas seulement la vie active, la vie en société, mais également sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui forcément ne peuvent pas se tenir devant leur prochain pour tenir les propos qu'ils tiennent sur les réseaux sociaux. Ouais. Ne peut pas se tenir devant quelqu'un pour dire ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux. Donc c'est devenu comme, quelque chose qui cache la vraie réalité des gens. Et la réalité des gens ne sont pas forcément ce qu'ils exposent sur les réseaux sociaux. Donc quand nous parlons de civisme digital, nous appelons chacun à être responsable dans ce qu'il produit sur les réseaux sociaux, et également dans ce qu'il partage sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas toutes les informations qu'on doit partager. On doit être capable de faire ce qu'on appelle l'autocensure. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de solidarité, hein. Est-ce qu'il faut aujourd'hui démystifier cette relation, par exemple au Togo, entre les civils et les forces de l'ordre? Absolument, je crois que la relation civilo-militaire doit être, promue et amenée à un degré plus élevé. C'est vrai que par le passé, il y a des frustrations, c'est vrai. Par le passé, il y a des faits, il y a des gestes, il y a des actions. Par le passé, il y a des choses qui ne vont pas tout de suite dans le sens de ce que les uns et les autres veulent. Mais je crois que nous sommes aujourd'hui face à une situation où nous sommes obligés, condamnés donc à être ensemble, à faire en sorte que cette relation soit, propre, saine et bien assainie. Parce que les informations viennent de toutes parts. Quand par exemple c'est le civil qui a l'information, il doit passer par tous les moyens pour que l'information soit disponible au niveau, au niveau de l'autorité. Et maintenant, c'est l'autorité qui envoie, n'est-ce pas, sur le terrain les forces de défense et de sécurité. Et aujourd'hui, quand par exemple il y a situation de terrorisme, qui sont les premiers sur le front au niveau de la riposte, c'est les forces de défense et de sécurité. Ouais. Donc je crois que ce n'est plus le lieu de dire, bon voilà, il y a tel dans le passé, il y a tel... Je ne demande pas, ou bien je ne suis pas en train de faire la promotion du négationnisme, ou bien de dire, de remettre tout à zéro. Non, non, non. Mais vous dites que nous sommes condamnés. De conscience. Ouais. Et nous sommes condamnés aujourd'hui à être ensemble, à faire que chacun apporte du sien pour que cette relation entre les civils et les militaires soit au beau fixe. Parce que de l'autre côté, ceux qui nous attaquent, c'est ces gens de problèmes de non-communication ou bien de réticence ou bien de peur ou bien, une situation qui peut créer deux blocs, c'est-à-dire sur un bloc, on a les civils, sur l'autre, on a les militaires. Ça va faire quoi? Donc, les autres peuvent exploiter ça pour encore nous faire du mal. Donc, comment faire concrètement pour ramener les deux parties? Ouais, je crois que c'est une prise de conscience. Et c'est une analyse que chacun doit faire à son niveau. Quand, par exemple, je me comporte de telle manière, qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que je sers mieux mon pays en voyant les forces de défense et de sécurité comme des ennemis? Non. Mais est-ce que, en faisant en sorte que je sois en bonne relation avec les forces de défense et de sécurité, j'apporte quelque chose à mon pays? Oui. Je n'apporte pas quelque chose au pouvoir en place. Je n'apporte pas quelque chose à un dirigeant politique, mais j'apporte quelque chose à mon pays. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est le Togo qui doit être l'objectif. C'est le Togo en tant que pays. Et nous nous amusons à dire que, au fait, ce qui nous amène aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui appelés à faire, c'est de nous considérer ou bien de travailler comme le tronc d'un arbre. Ouais. Nous avons les racines de l'arbre qui forment quoi, nos origines, qui forment nos différentes aspirations et tout ce qui fonde aujourd'hui la réalité du Togolais que nous sommes. Donc ces racines viennent quoi, se remarquer au niveau du tronc. Le tronc, tout est ensemble. Et c'est après qu'on voit les branches. Les branches, c'est, disons, les différents partis politiques, les différentes opinions religieuses, etc. Et chaque branche porte de la société civile, voilà. Et chaque branche porte des feuilles, des feuillages qui font de l'ombre
à celui qui est sous l'arbre et du côté où on est. Mais aujourd'hui, on n'est plus obligé de venir se considérer comme la branche que je suis pour l'arbre. Mais seulement le tronc qui nous unit, qui produit l'arbre, c'est là où nous devons nous trouver. Donc, dans les trucs, on a également les forces de défense et de sécurité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé d'être ensemble, on est obligé d'avoir une bonne relation avec les forces de défense et de sécurité. Ce qui se passe du côté de Bendial aujourd'hui, je crois que ça a été compris. Et par rapport à notre campagne, cette campagne non-terrorisme, nous avons eu plus de 1500 personnes qui se sont engagées. Et plus de 30 à 35% viennent de cette localité. Ce qui fait que nous avons des rapports, nous avons des informations. Aujourd'hui, nous sommes, disons, le mardi dernier, le chef de l'État s'est déplacé dans la région personnellement avec les ministres. Où il y a eu un échange avec les ministres. Et je crois que c'est le lieu également de saluer cette action, également le lieu d'appeler les autorités politiques locaux à, n'est-ce pas, libérer les gens dans l'expression. Parce que nous, aux dernières informations, avant cette rencontre, il y a eu une séance préparatoire où on a dit non, c'est ce sujet qu'il faut aborder, c'est tel qu'il faut aborder, il ne faut pas aborder tel autre sujet. Je crois que quand, par exemple, le chef de l'État veut écouter la population, c'est à la population de choisir le sujet. Et c'est la population doit tout dire. Et nous savons que il y a un point dans cette situation malheureuse qui est la situation avec les bœufs, les bouviers et tout. Donc, la réunion préparatoire n'a pas voulu qu'on aborde le sujet. Les informations là sont vérifiées. Et c'est le chef de l'État lui-même qui a abordé ce sujet et la salle a applaudi. Donc, ça voudrait dire que quand, par exemple, on veut peut-être que les gens ont la trouille d'aborder ce sujet. Non, les gens veulent aborder le sujet. Mais les autorités locales qui préparent la rencontre ont refusé à ce que ce sujet soit abordé. Ils ont sélectionné les sujets et c'est dans ces sujets qu'ils prennent, disons, les responsables qui doivent prendre la parole. Donc, vous prenez la parole dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Mais je crois que ça, là, c'est une fausse stratégie. Il faudrait oublier ça. C'est encore travailler comme si on sert un parti politique. Voilà. Mais quand on sert un pays, donc les gens qui viennent pour poser les questions au chef de l'État qui devient le citoyen suprême de tous les citoyens. Donc, il faudrait que chaque citoyen lambda puisse aborder le sujet avec le chef de l'État dans l'angle qu'il veut. Et au chef de l'État, donc, d'apporter une solution, ou bien de prendre, disons, sa responsabilité pour répondre. Parce que, au niveau des informations, quand, par exemple, vous avez mal à la tête et qu'on vous dit d'aller dire au docteur que non, les maux de tête, en principe, on n'en parle pas ici. Donc, parle plutôt des maux de ventre. Des maux de pied, de la courbature et tout. Ça veut dire que vous n'allez pas vous soigner. Vous n'allez pas vous soigner. Donc, cette façon de faire doit être oubliée. Franchement, dans cette période, il faut oublier de dire, oui, je suis préfet, je suis maire, je suis tel responsable. Non, si vous abordez tel sujet, vous allez me créer. Quel problème on peut vous poser si, par exemple, on parle des vrais sujets? Parce que si le responsable vient et qu'on ne lui dise pas ce qui ne va pas, il ne peut pas apporter la solution. Il va repartir sans apporter la solution. Au niveau du comité international du Super Cabaret, nous avons toujours l'habitude de dire que les gens qui refusent d'aborder les vrais sujets, c'est les gens qui n'aiment pas le pays. Mais les gens qui prennent le courage d'aborder les vrais sujets, les vraies maladies, c'est les gens qui aiment le pays. Parce que quand on fait des rapports sur le pays, on dit non, le Togo a régressé sur telle matière, le Togo ne fait pas ci, le Togo ne fait pas ça, là, ça noircit un peu le pays. Mais ceux qui contribuent à ça, c'est ceux qui ne veulent pas qu'on dise la vérité à l'autorité. L'autorité a besoin qu'on dise la vérité pour qu'il prenne ses responsabilités. Alors, vous avez parlé également de la solidarité des populations. C'est un sujet intéressant et gênatigant, puisque on dit que cette population, la zone-là, est la zone la plus défavorisée du Togo. Elle est attaquée aujourd'hui. C'est l'une des causes quand même du terrorisme. Oui, bien sûr. C'est d'abord, selon un rapport au niveau des pays de l'UMOA,
il est dit que le Togo est exposé au terrorisme par le côté nord, c'est-à-dire la frontière avec le Burkina Faso, ce qui est naturel parce qu'on sait ce qui se passe au Burkina Faso. Oui. Et sur toute la hauteur, on a également le Bénin, et que le Bénin également, le Bénin c'est plutôt la hauteur et tout le côté est, parce que tout le côté est, le flanc, c'est avec le Nigeria. Donc ça voudrait dire qu'au niveau de la pénétration, c'est cette région. Et malheureusement, dans les rapports, il est dit que c'est la région la plus défavorisée du Togo. Et maintenant, quand nous parlons de solidarité avec la population, ça voudrait dire quoi? Ce que nous allons dire, les propos que nous allons tenir, il ne faut pas que ces propos viennent envenimer la situation. Également, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de mobilisation au niveau des savanes pour cette campagne, il y a d'autres qui disent, au fait, depuis Lomé, on s'intéresse à nous. En voyant les gens s'engager, ça nous donne le baume au cœur. Ça nous apporte de l'énergie. Et je crois que cette façon de faire, c'est de témoigner qu'on a une qualité humaine et qu'on comprend ce qui arrive à l'autre. Ce n'est pas forcément apporter de l'argent qui est le soutien, la solidarité dont il est question. C'est-à-dire sur le plan moral, comment accompagner ces personnes. Et nous avons proposé même qu'il y ait à disposition un numéro vert où peut-être à la réception qu'on ait des gens qui parlent les langues qu'on parle dans ces localités pour que les vraies informations viennent et que vraiment ça puisse permettre à ce que l'État anticipe sur ces genres de situations. Également, les rapports ont montré que quand, par exemple, il y a du terrorisme, le budget qui est alloué pour la défense ou bien pour la riposte équivaut à plus de 70 fois le budget qui doit être alloué pour l'anticipation. Mais dans l'anticipation, c'est quoi? C'est la communication. Et quel genre de communication? Ce n'est pas forcément la communication institutionnelle. Parce que la communication institutionnelle, par rapport aux frustrations autres, les gens écoutent et ça ne porte pas du fruit. Voilà. Donc il faut une communication endogène avec les spécialistes de la communication. Et cette communication endogène qui se fait donc de pair à pair, d'élève à élève, d'enseignant à enseignant, de zémillant à zémillant, de toutes les couches sociales, de commerçant à commerçant et autres. Et ça doit être, n'est-ce pas, élaboré par quoi? Par les spécialistes de la communication. Et maintenant, l'association de la société civile. La société civile qui est dans la population, qui travaille avec la population et qui connaît donc les différents problèmes des populations et les différentes composantes également des populations, est à même d'apporter ces genres d'informations plus que le côté institutionnel. Quand par exemple, il y a une information et que c'est un ministre qui vient livrer cette information, la réceptivité n'est pas la même chose que c'est mon cousin, c'est mon ami, c'est quelqu'un que je connais qui vient peut-être apporter cette information parce qu'elle est vraie, elle cite la source de l'information et je crois que c'est mieux partagé ainsi. Donc c'est cette solidarité que nous appelons à être active dans la société et que au niveau du sommet de l'État, qu'on comprenne également qu'il faut délocaliser les choses, il faut, dans la décentralisation dont il est question, le pouvoir également doit être décentralisé. Moi, j'aime dire que nous avons trois pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et nous avons un quatrième pouvoir qui est donc la communication. Mais le pouvoir qui est le pouvoir ciment entre les quatre composants, c'est la société civile. C'est-à-dire la société civile est à même de discuter avec l'exécutif, avec le législatif, avec le judiciaire et même avec les journalistes, les médias. Elle est le biais, si on peut le dire. Voilà, c'est donc le pouvoir transversal sur les trois pouvoirs, disons de façon officielle, et le quatrième pouvoir qui est un pouvoir officieux mais réel par rapport à disons, la dynamique que ce pouvoir développe, qui est donc la communication, les journalistes, les médias. Alors, pour apporter des solutions, vous parlez également, Eugène Atigan, de paix durable et vous dites, pour arriver à cette paix durable, c'est une étape propédeutique. Voilà. Pour arriver à la paix durable, on commence par la paix. Et nous disons que la paix, c'est à trois niveaux, à trois dimensions.
La paix à la première dimension, c'est la paix avec soi-même. Et quand, par exemple, vous êtes en paix avec vous-même, que vous développez cette paix avec vous-même, ça touche une certaine lumière qui est en vous, qui est la lumière divine. Et une lumière est appelée, n'est-ce pas, à éclairer. Donc ça voudrait dire que vous impactez les gens. Et vous impactez les gens, ça vous amène à ce qu'on appelle la paix avec son entourage. Donc vous êtes en paix avec vous-même et vous créez la paix avec votre entourage. Votre entourage également est en paix avec vous-même. Donc vous payez une paix dans votre zone. Et maintenant, quand vous créez la paix dans votre zone, il faut également créer la paix avec l'environnement dans lequel nous vivons. Donc c'est ça que nous appelons la paix avec la nature. Parce que si vous portez atteinte à la nature, la riposte, elle est dommageable. Parce que les inondations, le réchauffement climatique et tout, nous savons les conséquences que cela provoque aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut être en paix également avec la nature. Donc la paix avec soi-même, la paix avec son entourage et la paix avec la nature. Maintenant, si nous parlons de paix, nous avons la paix. Pour que cette paix soit durable, il faut en la base ce qu'on appelle la justice sociale. Ouais. Et la justice sociale appelle chacun à jouer le rôle qui est le sien dans ce qu'on appelle l'exercice de ses droits et également le fait de s'astreindre à ses devoirs. Nous sommes aujourd'hui la seule organisation qui fait, disons, la promotion des devoirs avant les droits, parce que nous disons que, par exemple, si moi, je fais mon devoir, alors, Michel, je te libère, tu as ton droit tout de suite. Tu n'as pas besoin de demander, non, c'est mon droit, c'est mon droit. Donc, moi, je fais mon devoir, donc tu es dans ton droit. Et nous disons également que pour faire cela, il faut un certain leadership. La promotion du leadership qui conduit à la paix durable. Donc, ce leadership-là, il faudrait qu'on fasse sa promotion. Et sa promotion consiste à faire en sorte que les gens prennent conscience que, en faisant mon devoir, ce n'est pas que je suis faible. Ce n'est pas que je ne peux pas, disons, je n'ai pas la force pour, disons, faire autre que ce que je fais. Mais c'est libérer le droit de l'autre. Parce que sur le plan divin, nous pouvons vous affirmer que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran ou dans les livres qui parlent de la spiritualité, Dieu a toujours demandé, fais ceci et je te. Donc tu fais ton devoir et Dieu te bénit. Mais au niveau des hommes que nous sommes, c'est vrai que la violation des droits de l'homme, le non-respect des libertés font que il faut faire la promotion des droits pour arriver au devoir. Mais il faut que chacun prenne conscience des devoirs qu'il doit faire pour que la chose soit aussi plus aisée pour la communauté, pour la société. Vous avez parlé de cette sorte de passerelle entre les différents pouvoirs et les populations, si on peut le dire, par le truchement justement de la société civile. Est-ce qu'au niveau du comité international, le Super Cabaret, vous arrivez à jouer un lien entre l'exécutif, je vais le prendre, et puis les populations, surtout ces populations qui sont des populations cibles aujourd'hui, des populations qui sont désœuvrées et donc qui sont ouvertes au terrorisme? Ouais, je crois que c'est, disons, la première surprise que nous avons eue quand nous avons démarré donc, cette campagne, l'adhésion des gens et la confiance que les gens ont eu à faire, parce qu'il y a certaines informations que les gens ne veulent pas porter directement au niveau des autorités et tout, mais les gens nous font plus confiance en nous disant certaines choses. Par exemple, quand nous prenons la situation qui a conduit la dernière fois à ce que nous pouvons appeler la malheureuse massacre et tout. Donc, c'est quelque chose qui se préparait, les gens savaient et les gens ont été avertis parce que paraît-il que de l'autre côté, ils disaient que une tête de bœuf égale 4 têtes humaines. Voilà, 4 têtes humaines. Voilà, une tête de bœuf égale 4 têtes humaines. Et ça, là, déjà, ça donne la puce à l'oreille. Ce n'est pas du terrorisme conventionnel. Au fait, il y a la guerre conventionnelle, il y a le terrorisme qui devient un peu conventionnel par rapport aux stratégies, aux méthodes et autres. Mais ici, nous sommes rentrés dans quoi? Du terrorisme anarchique et qui a conduit à quoi? À un règlement de compte qui n'arrive pas à faire, disons, le dispatching entre
ce qui se fait ailleurs, la motivation des actions et ce qui est la réelle motivation de ce qui se passe chez nous. C'est vrai qu'il y a une velléité voilà, il y a une velléité de terrorisme, mais il y a un problème sur le plan social, au niveau des couches sociales, des communautés, qui a quelque part a causé également cette situation. Depuis ces histoires de bœufs et les menaces ont commencé, ces frustrations, donc les gens ont été récupérables et les gens ont été récupérés pour avoir peut-être les armes et autres. Parce que quand je peux le dire, les djihadistes, je n'aime pas trop l'utiliser parce que je parle plus de terrorisme, parce que quand on parle de djihadisme et autres, on fait plus allusion également à une religion. Et c'est vrai que les gens le font au nom de la religion, mais quand vous lisez les préceptes de cette religion, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec cette religion. Les gens passent par cela pour faire des choses et à des desseins qui ne sont pas avoués. C'est pourquoi j'aime plus parler de terrorisme. Voilà. Donc, ça voudrait dire que si la population, les gens ont compris, et que, il y a la menace, et que les gens ont commencé par fuir, et les gens qui viennent poser des actes, et ils posent des actes, il y a des choses qu'on ne doit pas dire sur les antennes par rapport à la délicatesse du sujet, également au travail que les forces de défense et de sécurité. Ceci pourrait être évité si par anticipation il y a une présence des forces de défense et de sécurité dans la zone, une présence dissuasive. Aujourd'hui, c'est ce que les populations réclament. Que ce serait bien qu'on puisse découvrir que dans la région, on ait des forces de défense et de sécurité qui sont visibles. Parce que cette présence dissuasive peut également dissuader les gens de venir commettre des forfaits. Donc, il est très indispensable que la communication entre les civils et les militaires soit promue et que force et moyens soient donnés donc à la société civile de faire en sorte que ceci soit une réalité palpable sur le terrain. Alors, Eugène Atigan, nous sommes presque à la fin de notre entretien aussi riche compte tenu de l'actualité. C'est vrai que vous voulez ajouter des choses qu'on n'a pas eu à aborder peut-être. Oui, je crois que aujourd'hui, il est question pour tout Togolais de réveiller en lui ce qu'on appelle l'amour pour la patrie, de réveiller en lui le patriotisme civique. C'est-à-dire, quand on parle de patriotisme, d'autres voient tout de suite un engagement qui a une coloration politique. Mais on peut être engagé pour son pays sur le plan citoyen. Donc l'activité que nous sommes en train de faire, par exemple, la campagne pour la paix durable, je m'engage non au terrorisme, c'est une activité citoyenne. Et vous allez voir que par rapport à ceux qui sont engagés, ceux qui sont rentrés dans cette campagne, il y a des gens qui ont toutes les couleurs politiques. Et ce n'est pas un programme que nous avons initié pour dire que, bon, voilà, c'est seulement le comité international, le Super Cabaret. Vous allez voir que des associations, des organisations, les responsables sont engagés dans cette synergie et également font le relais de ce que nous faisons, des communications que nous déployons dans le groupe et sur la page Facebook, et également dans les différentes formations. Également, il y a l'initiative IDOV, qui est Interfaith Dialogue on Extremism Violence, qui est un programme de l'Union africaine et que le Centre de documentation de formation sur les droits de l'homme, CDFDH, développe à travers le point focal de ce programme au Togo, qui est Madame Rose Dogwe. Et ils font également un travail très énorme et le comité international du Super Cabaret et en ma personne s'associe également à cette formation. Donc nous faisons la formation sur la prévention de l'extrémisme violent, la prévention des violences de toutes sortes. Donc violences sur le plan verbal, sur le plan moral, sur le plan physique et tout. Donc il faut prévenir ces violences par des actions sur le terrain, par la communication, par la formation. Merci beaucoup à vous, Eugène Atigan. Vous êtes le président du comité international, le Super Cabaret CIS-CAB.
Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. On vous souhaite bonne chance pour la suite de ce projet compte tenu de l'actualité dans le monde, de l'actualité dans la sous-région et de l'actualité surtout au Togo. Infini merci à vous. On marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard croisé. Merci beaucoup.